Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. C'est pas forcément quelque chose qu'on a besoin de préparer, surtout dans le cadre du Contrecast. Je disais que c'était le potentiellement dernier épisode de l'année et qu'il y a un grand abonné absent qui s'est désisté au dernier moment. Est-ce qu'on en parle ou pas? Ouais, on le dénonce. On le dénonce, il s'appelle John Couscous. C'est vrai. Par contre, il a sorti 2 épisodes de John Cascast. Ouais, donc, alors ça j'étais un petit peu. Moi, j'ai noté, ah oui, ok, il est pris. Ah bah ouais, c'est bien. Bah oui, la délation, on aime bien ici. Allez, je lance l'épisode. Allez, on arrête tout de suite. On va se faire censurer. Par qui? Je ne sais pas. C'est toujours la police des patronautes. C'est vrai. Et pourquoi il n'est pas là, John? Ouais. Ah oui, ça. c'est une bonne excuse. C'est alors, une bonne excuse. il y avait plusieurs dates de concert. Ouais, mais attention. Moi, j'y vais demain soir. Par exemple. Ce à quoi il a répondu, Après, mais c'est pas moi qui ai booké les billets. Je comprends, c'est... Ouais. Moi, j'ai pas trop eu le choix. Bien content d'y aller, oui. Chevalier des arts de des lettres. Hein. Comme Francky Vincent. Oui. Mais non. Oui. Si. Quand? Il y a 2-3 jours. Mais pourquoi? Mais il fait plus rien en plus. Non, mais Bah attends, c'est une légende quand même. c'est vrai. C'est intemporel. Ouais, j'aurais pensé qu'il fallait plus que ça. Non. Par contre, je vous entends pas comme le mois dernier. C'est normal ça? Enfin, je veux dire. Tu nous entends pas comme le mois dernier? Ouais, je vous entendais. Je vous entendais comme si j'avais le casque. Je sais pas comment on explique. Dire comme si je vous entendais à travers un casque. Et là, t'as un casque. Et là, j'ai des écouteurs, mais je vous entends. Est-ce qu'ils sont branchés tes écouteurs? Bah, j'espère bien. bah, si à la Bah si t'as tu ton nous entends à retour. l'extérieur en fait. Ouais, peut-être que c'était un peu plus fort le mois dernier, c'est tout. Je sentais plus le. Après, c'est peut-être parce que c'était nouveau aussi pour moi. Peut-être, moi, je sais pas. C'est ça. Ouais, c'est peut-être ça. Ok. Non, mais je vous entends. Je peux faire plus fort. C'est plus sympa. Ça va? Ouais, là, c'est bien. Ok. Ouais. Ah là, je sens. Et ben là, je pense qu'on est parti pour l'épisode 48. Meilleure intro, hein, franchement. Peut-être qu'on va arrêter en 2023. Est-ce qu'on arrête les intros pourries en 2023 ? Pas sûr, vraiment pas sûr. Mais en attendant, le Contrecast, c'est quoi ? C'est un podcast où j'ai toujours autour de moi de véritables passionnés qui savent nous raconter leurs aventures sur un sujet qui leur a plu ou pas. Vous le savez sans doute désormais, chacun a sa chronique, puis on échange entre nous sur les différents sujets. On commence par un traditionnel tour de table avec... si vous avez suivi l'épisode précédent, dont le bonus qui a été offert aux patronautes, vous savez que quelqu'un a rejoint la table. Et ce n'est pas Eva, puisqu'elle était là depuis 3 épisodes, mais quelqu'un d'autre dont vous avez potentiellement entendu peut-être les rires en arrière-plan, peut-être, et encore, je ne sais pas. Mais en tout cas qui a fait l'épisode bonus qu'on a offert aux patronautes, donc je disais. Mais qui est-elle? Puisque c'est elle, Célia. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Bienvenue à la table du Contrecast. Merci beaucoup. Très heureuse d'être là. Et de quoi est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui? Je vais vous parler d'une de mes séries humoristiques préférées. Mystère. T'en dis pas plus. J'aime bien, mais on est assez irrégulier là-dessus. C'est que certains disent au tac au tac, genre je vais parler de ça, et d'autres sont plus vagues, mais très bien. On continue avec quelqu'un qu'on n'a pas eu derrière le micro depuis un petit moment, mais qui était toujours là dans nos petits cœurs et derrière la technique. Queutrus, comment tu vas? Très bien. Je suis très content justement de revenir sur une chronique un peu, je sais pas trop, expérimentale. On va voir ce que ça va donner. Et vous avez l'habitude, donc... Mais on aime bien, parce que de toute façon, c'est toi qui as introduit un peu les trucs nouveaux, genre le rock brutiste, tout ce... Ouais, japonais. Ouais. Donc,
Donc on commence à s'y faire. Et puis on finit avec celle qui nous a du coup rejoint depuis l'épisode 46 et voire même les cartes postales de l'été. Eva, comment ça va ? Bah, ça va super bien. Très contente d'avoir Célia parmi nous pour ce premier épisode. Alors, c'est 48e plutôt. Et de quoi tu nous parles pour cet épisode ? Alors, moi, je vais vous parler de encore un roman graphique qui s'appelle « Et à la fin, il meurt ». C'est de Lou Luby. Ouais. Et vous allez voir, je l'ai ramené avec moi. La couverture est incroyable. Je voulais absolument vous la montrer. Mais j'en parlerai avec plus de détails tout à l'heure. On a l'habitude ici, on n'a que des gens qui présentent des bouquins où genre la couverture est vachement canon à chaque fois. C'est vrai. Parce qu'on aime bien, on est des gens, on est des gros esthètes. On aime les belles choses, quoi. On aime les belles choses, les choses qui brillent. On est superficiel. Comme l'argent. Donnez pas très. Attendez, j'ai pas encore, c'est pas encore l'heure du message. Donnez les sous. Et bah c'est parti pour le premier sujet. Parce que les fêtes de fin d'année, c'est aussi l'heure pour les adultes d'avoir le droit à leur propre version des contes de fées. Est-ce que tu nous en dirais pas plus, Eva ? Tout à fait, mais j'espère quand même que vos fêtes de fin d'année se passeront mieux que celles du conte de fées, parce que ce que je vais vous raconter, vous allez voir. Alors, je vais vous parler du coup du roman graphique Et à la fin, il meurt, la sale vérité sur les contes de fées. Ça s'appelle comme ça, et c'est un livre de Lou Luby. Alors, est-ce que vous pensiez que les contes de fées, enfin que les contes sont destinés aux enfants ? Une question, non. En fait, c'est pas du tout. Voilà, ils ne sont pas du tout destinés aux enfants. Et Lou Luby, elle va vous le démontrer tout au long de ce livre. Alors, la première chose qui a attiré mon attention, c'est la couverture. Évidemment, je me baladais à la bibliothèque, j'allais vers le rayon des BD comme d'habitude, et là, je vois ça et je dis oula, attendez, qu'est-ce que c'est que ça ? Elle est magnifique, juste les couleurs, les tons dorés, verts comme ça. C'est une couverture rigide. On a des dorures, on a des motifs qui rappellent totalement les contes de fées. On a la pomme, on a la petite grenouille, on a la couronne, on a la rose. Et puis, au centre, on va retrouver une illustration complètement décalée et très drôle. On va avoir des personnages amputés ou avec les yeux crevés. Enfin, il y a un contraste total et ça m'a tout de suite interpellée. Donc, j'ai commencé à regarder un peu de quoi parlait cette BD et je l'ai prise. Et en fait, dans ce livre, Lou Luby, elle va nous expliquer non seulement le processus des contes de fées, comment ça fonctionne, comment c'est amené, mais elle va aussi revenir sur leurs origines, leurs règles, la façon dont ils reflètent la société, et elle va bien sûr évoquer les principaux fondateurs des contes. Donc parmi les principaux fondateurs, on va retrouver peut-être un qui est un peu moins connu, qui est Basile. C'est un Italien. Si j'arrive à bien prononcer son nom, parce que ça c'est le problème, Giambattista Basile. Des années, alors il est né en 1566, décédé en 1632, et donc je vais vous détailler un petit peu sa manière de raconter les contes, mais elle est très particulière. Ensuite, on va avoir beaucoup les interprétations de Charles Perrault, qui est beaucoup plus connu en France. Donc c'est l'époque du Roi Soleil, des Fables de La Fontaine, etc. Perrault, dans ses descriptions de contes, lui, c'est vraiment beaucoup détaillé au niveau des détails. Voilà, par exemple, ça va vous détailler des décors. Donc, il y a des dorures, il y a des parures, il y a des machins. Cette salle était empreinte de tapis. Enfin, voilà, vraiment, il va rentrer dans les détails. À l'inverse des frères Grimm, qui, eux, donc Jacob et Wilhelm Grimm, des Allemands, des années 1795. C'est l'époque de puces de Napoléon, de l'invention de la machine à vapeur, etc. Eux, ils vont à l'essentiel. Donc, par exemple, ils vont dire tout était magnifique autour d'elle. Enfin, voilà, c'est juste pour vous faire un petit comparatif entre leurs différentes façons c'est un même conte en fait qu'ils vont interpréter de deux manières différentes. Et on va aussi retrouver les contes du Danois Andersen aussi, qui est connu pour notamment La Petite Sirène. Alors moi, je vous avoue que j'ai une nette préférence pour les versions de Basile, parce que c'est les versions qui sont beaucoup plus trash, beaucoup plus par rapport aux successeurs. C'est des versions qui sont très très drôles, mais c'est de l'humour noir. Il faut apprécier l'humour noir. Et c'est des contes, comme il dit, pour adultes, avec des personnages qui font des trucs d'adultes. Donc clairement, on a des scènes, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Et c'est extrêmement drôle. Donc pour entrer un peu plus dans le détail, nous, quand on nous parle de contes, la première chose qui nous vient en tête, c'est il était une fois, et ça termine par ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. C'est une récupération qui est typique de Disney. C'est à la sauce romantique, il y a une belle morale. Alors que initialement, ces contes-là, leur histoire, elle est très très différente.
dans les versions de Disney ou disons les dernières versions adaptées pour les enfants, ça retire complètement les références qui sont gore, les références scato, toutes les références sexuelles, tout ça part. Et ça fait place à un happy end. Alors que, encore une fois, les origines, c'est pas ça. Je vais vous prendre l'exemple de Cendrillon, qui est la première histoire qui est racontée dans ce livre. À propos du conte d'origine chinoise, parce que Cendrillon, sa toute première origine, c'est une origine chinoise. L'auteur, elle énonce que l'importance de la taille du pied de la fille, il pouvait être lié à la pratique des pieds bandés, qui était mise en œuvre, du coup, dans cette civilisation. C'était du Xe siècle et ça s'est arrêté, je crois, au milieu du XXe siècle. Et en fait, la taille de pied jugée idéale, c'était de 7,5 cm pour les hommes chinois. Là, l'histoire elle prend un tout autre sens. Donc, la fille dont le pied rentre dans la pantoufle, en fait, dans l'histoire originale chez le conte chinois, on voit que ils mettaient leurs pieds vraiment. Enfin, c'est terrible. Hein, je vais vous spoiler un peu le truc, mais t'avais les sœurs Anastasie, Javotte, il y en a une qui a dû se couper les orteils pour que ça rentre. Enfin, Cendrillon, c'est vraiment, elle avait réussi à avoir la forme du pied, mais parce qu'elle a été son pied a été bandé toute sa vie pour qu'elle prenne cette taille-là. Enfin, voilà, c'est une taille qui était appelée lotus d'or. Et voilà, donc déjà, on sent que c'est pas le conte que nous on connaît, tout romantique de la fille qui perd sa chaussure à la soirée et qui va se faire, enfin, qui va revenir comme ça. Donc dans le livre, en fait, pour vous expliquer, il y a plusieurs contes il y a les contes qu'on connaît bien, mais du coup où on peut voir leur version d'origine, et on va avoir plusieurs interprétations en fonction de si c'est du coup les frères Grimm, si c'est l'interprétation de du coup Perrault, ou alors si c'est l'interprétation de Basile. Donc c'est très drôle parce que du coup on a un espèce de comparatif, mais c'est aussi très simple à lire, et en fait ça va vraiment à l'essentiel, hein. C'est pas compliqué, il y a pas de les dessins sont vraiment très très simples, les textes vont à l'essentiel. Et ça, je vous en parle un petit peu après, parce que c'est aussi un gros point fort de ce livre. Donc on a les histoires de la petite sirène, le petit chaperon rouge, on a Barbe bleue, mais on a aussi des titres qui sont moins célèbres, que moi je connaissais pas personnellement, comme l'histoire des deux frères, la pauvre Manchotte. Je ne sais pas du tout, ça m'a choqué. L'histoire m'a choqué. Ou alors l'histoire du souriceau, l'oiselet et la saucisse. Je ne sais pas si vous la connaissez celle-là, mais elle est très drôle. Mais quoi? Ah là là, elle est très très particulière. Enfin drôle, non, elle est pas drôle. Elle est très très spéciale. Si vous voulez, peut-être à la fin, je vous raconte une des histoires. Mais voilà, du coup, ça m'a vraiment beaucoup. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai découvert beaucoup d'histoires et à chaque fin de conte, j'étais là genre, wow, ok, incroyable. Lulubi, elle va aussi amener une réflexion sur l'éthique des contes. Donc en fait, il y a vraiment un gros passage dans ce livre entre chaque histoire où elle revient sur des sujets un peu plus profonds. Elle nous explique que les contes, en fait, tout y passe. On va avoir du racisme dans les contes, elle va revenir sur la religion dans les contes. Pour vous donner un exemple sur le racisme, elle va même nous illustrer certains contes où le noir il est représenté vraiment comme l'esclave laid, voilà. Le juif, c'est le riche qu'on doit dépouiller. Enfin, il y a vraiment des contes comme ça qui existent, qui datent, mais qui existent et qui étaient tout à fait normaux pour cette époque-là, en fait. On va avoir de la violence, beaucoup de violence. Hein. C'est vraiment ce qui revient le plus souvent dans les contes, avec des histoires de mutilation, normales, des meurtres, du cannibalisme. Enfin, vraiment, il y a des trucs aujourd'hui qui pourraient choquer beaucoup de personnes, mais voilà, ça passait crème. Hein. Il y a beaucoup d'histoires avec du sexisme, forcément, parce que typiquement la Blanche-Neige ou la Belle au bois dormant, le bisou, la notion du consentement aujourd'hui, ça passerait pas. Pas demander la permission, voilà. Et c'est il y a beaucoup de ça. En fait, elle revient vraiment sur ces thématiques-là. Pareil, la sexualité, l'adultère, elle en parle beaucoup. La psychologie aussi, parce qu'elle nous dit qu'en fait, mine de rien, ce sont des histoires qui amènent à la réflexion pour les enfants ou pour les personnes qui les lisent. On va avoir l'histoire, par exemple, la rivalité fraternelle avec Cendrillon et ses sœurs, hein, la rivalité entre elles, l'angoisse de la séparation avec Hansel et Gretel. Il y a toute une partie un peu psychanalyse. Par exemple, on a des théories psychologiques qui soutiennent qu'il y a une théorie qui soutient que les contes, ils permettent aux enfants d'exorciser leur peur dans un contexte qui n'est pas le leur. Donc, pour vous expliquer ça un peu plus simplement, par exemple, il y a peu d'enfants qui vont se reconnaître dans une histoire où un loup va les poursuivre dans la forêt. Donc, il y a ce côté-là un peu rassurant. Ils se disent, bon, le loup, moi, je le rencontre qu'au zoo. C'est une histoire dans laquelle ils peuvent un peu se rassurer sur leur vie personnelle. Ou, au contraire, ils ont aussi des histoires qui peuvent un peu les ramener à leur vie, justement, et à les faire réfléchir sur leur situation.
il faut vraiment pas être étonné que les contes étaient beaucoup plus sanglants autrefois. Il faut se rappeler aussi que, par exemple, les exécutions ou les tortures publiques, c'était des choses qui étaient sur les grandes places des spectacles en fait de choix pour les familles à l'époque. Et voilà, donc c'est pas totalement déconnant, si je puis dire. Le conte, il est souvent cruel, il est violent, il est vraiment pas toujours pour les enfants. Et la morale, elle est pas forcément évidente. À l'inverse des fables, par exemple, parce qu'elle revient aussi Lulubi sur un passage où elle nous explique la différence entre un conte et un mythe et une fable. Elle nous dit que les fables, généralement, quasiment tout le temps, il y a une morale à la fin. Voilà, on connaît toutes les fables de La Fontaine, toujours une petite histoire à la fin, une petite morale. Les mythes. Tu veux dire explicitement? Enfin, je veux dire explicitement. Ouais, c'est ça. Là, on peut en avoir dans les contes aussi des morales, mais c'est pas forcément le cas. Et elles sont pas forcément évidentes à trouver. Des fois, c'est juste des histoires un peu what the fuck et juste on sait pas. Voilà. Les mythes, parce qu'on a par exemple, en fait, les mythes, la différence, c'est que c'est des aventures un peu fabuleuses dans lesquelles on peut pas s'identifier. À la différence des contes où vraiment ils essaient de faire incarner des personnages qui eux peuvent dont le lecteur peut s'identifier. Par exemple, le mythe de Hercule, voilà, pas tout le monde est un demi-dieu. Mais quoi Merde, je pensais moi. Voilà. Ensuite, pour parler de la façon dont le livre est écrit, du coup, c'est vraiment en mode BD avec des textes, mais alors c'est fait avec énormément d'humour et ça, c'est vraiment le point fort, le vrai gros point fort de ce livre. C'est parce qu'en fait, on a un ton moderne qui est très adapté à notre époque, des expressions de notre époque, mais du coup sur des contes anciens avec des pratiques anciennes et c'est très très drôle. En fait, le ton est très sarcastique, ironique. C'est vraiment marrant. Moi, j'ai adoré à chaque fois. Il y a des moments où vraiment je rigolais à gorge déployée devant un passage parce que c'est très très drôle. Et voilà. Après, en dehors de ça, ça m'a permis aussi de découvrir des histoires que je connaissais pas du tout et d'en relire d'autres sous d'autres formes en fait que je connaissais pas. Je connaissais certaines interprétations, mais pas toutes. Et en fait, les dessins sont très drôles aussi. C'est très simpliste au niveau des dessins, mais c'est vraiment très très drôle. Et les personnages, même eux-mêmes dans l'histoire, ils sont ironiques par rapport à la situation. Toutes les réflexions que le lecteur peut se faire sur la situation, le personnage aussi va se faire la réflexion. Je sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est vraiment très 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 drôle. En plus de ça, le livre qui fait au moins 245 pages, il suffisait pas à couvrir tout le sujet des contes. Donc, ce que Lulubi a fait, c'est qu'elle a mis à disposition dans le livre des documents supplémentaires à scanner en fait. C'est-à-dire sur certains passages, si on veut avoir l'interprétation de Basile plus détaillée ou alors plus de détails sur, je sais pas, sur des thématiques psychologiques, etc. On peut scanner certains passages qui nous redirigent vers d'autres sites. Cool. C'est super bien fourni en fait, c'est génial. Voilà, c'est sur le site de l'éditeur. Et c'est super top. Il y a une somme d'informations qui est vraiment impressionnante. Franchement, le livre, c'est une très bonne idée de cadeau de fin d'année, de Noël, mais plus pour des adultes, pas pour des enfants, parce que comme dit l'auteur dès le début du livre, si tu t'appelles Timothée et que tu as 8 ans, c'est le moment de changer de livre. Voilà, donc ça c'était ma chronique et à la fin il meurt de Lulubi, vraiment mon gros coup de cœur. Je me régale et je peux le relire plusieurs fois en me régalant toujours autant. Trop cool. Je suis en train de lire en même temps toutes les infos et j'ai aussi l'info qu'il y a de la réalité augmentée sur le bouquin. Et comment ça se présente? C'est sur certaines pages ou c'est... Je crois que c'est sur certaines pages, où tu peux scanner certains passages. Et alors par contre, je l'ai pas testé la réalité augmentée dessus, mais elle en parle. Elle dit qu'il faut télécharger une application. C'est l'application de Delcourt Soleil du coup. Et avec l'application, scanner les pages qui ont le petit logo grenouille et abracadabra. Après, je pense que du coup, après, tu as des infos qui pop un peu sur ton écran. Je sais pas trop dans quel sens ils veulent dire réalité augmentée. Ouais, c'est peut-être le perso qui est mis en... C'est peut-être ça. Ouais. J'ai pas testé encore, mais du coup, voilà. Moi, j'ai juste vu qu'il y avait cette possibilité-là de scanner des trucs, des passages. Mais je trouve ça fou. Le livre est trop cool. Et du coup, à chaque conte, t'as toute l'interprétation. Et c'est quoi? C'est plusieurs pages sur une interprétation? C'est à peu près une dizaine de pages sur l'histoire. Par exemple, Cendrillon, voilà. Donc vraiment, les dessins sont... Bon, je peux pas du coup montrer, mais les dessins sont vraiment simplistes et drôles. Ils vont à l'essentiel. On a des petits textes, voilà, des petits passages. Et c'est une petite dizaine de pages. Oui, donc on a des dessins très on a des dessins très hardcore. Voilà, très hardcore, des amputations. Il faut
Et en fait, à la fin, une fois que le conte est terminé, elle rentre dans les détails sur vraiment l'histoire de ce conte-là, ce que ça représente. Ouais, c'est super. C'est super, super top. Elle fait un comparatif avec la princesse Disney par rapport à le conte, d'où ça vient les princesses Disney. Par rapport à... Il y a un passage aussi sur Walt Disney, du coup, dans le livre. Voilà, c'est génial. Et en fait, voilà, entre chaque histoire, elle a aussi un passage autre qu'un conte. Donc, c'est-à-dire, elle va faire un conte, un passage où elle raconte les origines, un conte, un passage où elle parle de psychologie, etc. C'est super bien fait. Enfin, franchement, il est incroyable ce livre. Je l'aime beaucoup. Est-ce qu'on sait s'il y a un tome 2 qui est déjà... Aucune idée. Franchement, ce serait bien parce que je suis sûre qu'il y a encore une tonne de contes. Voilà, elle rentre même sur aussi le détail des contes types qui existent. Donc voilà, comme je vous avais dit, les différences entre les interprétations de Perrault, de Grimm. Enfin, moi, je les trouve. C'est génial. En fait, c'est fun et informatif à la fois. Donc, et bon, je dirais pas que c'est accessible, mais c'est accessible aux adultes et c'est très drôle en fait. C'est n'importe quelle personne. Moi, je l'ai donné à ma mère qui n'est pas du tout. À la base, tu donnes une bande dessinée, elle va te dire non, c'est pour les enfants. C'est ma mère comme ça. Et je lui ai donné ça. Elle m'a dit c'est quoi ça? Mais ça va pas. Et je lui ai dit c'est pas pour les enfants, t'as vu? Et elle a lu parce qu'elle aime bien aussi tout ce qui est enquête criminelle. Elle regarde ça tous les soirs. Donc là, c'était totalement son truc aussi de lire des histoires un peu glauques. C'est très drôle. C'est vraiment drôle. Et pas mal du tout. Et très beau, le livre est beau. Le livre est très beau. Les pages sont dorées. Doré vert. Mon jargon technique est très limité. Il y a du gaufrage. Voilà. Ouais. Non, mais ouais, c'est un bel objet. Célia, est-ce que tu mets ça sous ton sapin? Et tout à fait. Alors déjà, faut savoir que quand j'ai vu la couverture, quand Eva l'a apporté, j'avais déjà acheté le livre dans ma tête. Voilà. Moi, je fonctionne énormément à l'achat de livres par les couvertures. Donc, j'ai énormément de très beaux livres que je ne lis pas forcément, malheureusement. Voilà. Donc déjà, la couverture m'a énormément attirée. Donc, comme le décrivait très bien Eva, le côté un petit peu dorure, vert qui est très joli. En fait, le centre de la couverture qui est assez trash. Ce que j'aime beaucoup dans ce livre aussi, c'est les couleurs qui ont été utilisées parce que de ce que j'ai pu voir, il y a une majorité d'orange et de violet. Ça donne un côté un petit peu vieillissant, entre guillemets, au livre. Et du coup, ça remet encore en avant le fait que c'est des contes anciens de base, un peu remis au goût du jour. Ouais. Et tu l'as très, très bien vendu. Je suis très curieuse à la fois d'apprendre un peu plus les différentes versions des contes, comment ils ont vraiment été rédigés à la base et comment on les interprète. Et les graphismes ont l'air très, très, très drôles. C'est très marrant. Voilà. Je confirme, c'est vraiment drôle. On n'a pas l'impression comme ça, mais dans le contexte, c'est très drôle. Les personnages sont très décalés sans que ça change l'interprétation initiale de l'histoire. En fait, c'est juste mourir de rire. Oui, et puis c'est intéressant aussi de savoir. On a les bases de certains contes. Enfin voilà, moi j'ai déjà lu par exemple La Petite Sirène, La Vraie Histoire, Cendrillon également, mais là il y en a énormément. Ouais. Des contes qu'on ne connaît pas, comme tu le disais. Et vraiment de se pencher dessus et de comprendre un peu le message qui passait de base, c'est aussi intéressant, je pense, pour sa propre culture. Parce que bon, voilà, moi par exemple, j'adore Disney, j'adore les dessins animés Disney, mais pour autant, on sait que c'est énormément édulcoré et que les messages qui passent derrière, comme tu le disais, sont pas toujours ceux qui étaient initialement vus. Voilà. Donc, très intéressée par ce livre, ouais. Je suis content. Que Truss, toi qui es en train de tourner les pages. Oui, à fond la caisse. J'espère que ça sera acheté pour Noël, soit pour quelqu'un, soit pour moi. Mais ouais, je suis très friand des contes, un peu de tout. Il y a plein de contes, les contes russes, il y a plein de choses. Et puis j'adore tout ce qui est un peu anthologie. Et même, tu vois, sur des trucs un peu modernes, des petites nouvelles comme que tu peux avoir dans Doggy Bag ou ce genre de choses. Et j'aime bien. C'est court, c'est bien si c'est trash. Et le fait qu'elle rajoute du contexte en fait à chaque conte, les origines, les interprétations, surtout les interprétations, je trouve ça vraiment intéressant. Ouais. Comme quoi il y a plein de façons de raconter un récit et la façon dont tu le racontes a une importance et une subjectivité, quoi. Et sinon, ça s'appelle du vernis sélectif. Oui, merci. J'étais là, je fais merde, putain, j'ai fait du print toute ma vie.
Et ben merci beaucoup pour cette chronique, Eva. C'était et à la fin, il meurt, la sale vérité sur les contes de fées de Lou Luby aux éditions Delcourt, dispo depuis novembre de cette année et chez vos libraires au prix de 25 € et de 16. Oh waouh! C'était trop long. D'habitude, tu finis par le prix. C'est vrai. Mais parce qu'en fait, je remonterai. Ouais, non, t'inquiète. Je disais que c'était du coup aussi disponible en non physique, en dématérialisé. Et pour le coup, Delcourt le vend à 17 €, je crois. Et voilà, maintenant tu peux mettre l'intro. C'est vrai, je peux. Ouais, maintenant. Je suis désolée. Alors, on a 2-3 synchros à revoir dans le contre-cast. Ouais. C'est ce qui fait le charme des podcasts. Mais en fait, on a pris assez l'habitude, par exemple, de parler pendant les intros ou je dirais pas John Couscous encore, qui chante les intros en même temps que les intros ou qui parle en même temps et pose des questions en même temps. Enfin bref. Il fait dingo, quoi. Voilà, c'est ça. Il n'y a plus de règles ici. Rien ne va plus. Mais ceci étant, j'ai pas d'autre façon d'introduire le second sujet qu'en disant cool. J'ai super mal fait, merci. Célia, je me retourne vers toi. Oui. De quoi est-ce que tu nous parles? Très très belle référence et tu verras, c'est très drôle parce que c'est ma conclusion. Du coup, moi je vous parle aujourd'hui d'une de mes séries humoristiques préférées. J'ai nommé Brooklyn Nine-Nine. Et je profite du fait que John ne soit pas là pour le dire. Cette série m'a fait plus rire que The Office. Je suis désolée. Pardon. John, qu'est-ce que tu entends ça? Alors, déjà quelques infos un petit peu générales pour vous parler de cette série. C'est une série américaine qui a été créée par Dan Gour et Michael Schur. J'espère que je prononce bien. Diffusée en 2013. Elle compte à son actif 8 saisons et elle s'est terminée en 2021. Donc en France, on peut la découvrir sur Netflix et sur Canal+ Series notamment. Pour mettre un petit peu en avant les actrices et acteurs, alors c'est des noms, je pense, qui vont pas forcément vous parler, donc j'ai donné des petits exemples pour que vous puissiez les replacer. Donc on a notamment Andy Samberg, qui est la voix de Jonathan dans Hôtel Transylvanie, Stéphanie Béatrice, qu'on a pu apercevoir dans plusieurs épisodes de Modern Family. On a Terry Crews, qui est plusieurs fois host dans l'émission American Got Talent, Melissa Fumero, qui est actuellement dans la série Blockbuster, ou encore Joe Truglio, Chelsea Peretti et André Brugger, pour ne citer que. Je ne vais pas trop vous donner d'informations sur le doublage parce que de mon côté, je l'ai suivi en VO, mais en tout cas, de ce que j'ai pu en entendre, apparemment, le doublage français est plutôt bon. Au niveau du synopsis, alors Brooklyn Nine-Nine met en scène la vie d'un commissariat de police, donc forcément celui du 99e district de Brooklyn, comme l'indique le nom de la série. Et dès le premier épisode, en fait, on présente l'arrivée d'un nouveau capitaine qui paraît très froid, très strict, très à cheval sur les règles, et c'était pas du tout le cas de son prédécesseur. Donc forcément, ça va créer des tensions, des situations assez cocasses, et notamment avec un des meilleurs détectives de l'équipe, qui est aussi le plus perturbateur et le plus provocateur. Et avant de vous parler un petit peu plus en détail de pourquoi j'adore cette série et pourquoi il faut regarder cette série, j'ouvre juste une petite parenthèse pour vous expliquer comment j'en ai entendu parler et surtout quel argument m'a fait la commencer. Comme ça vous motivera peut-être de votre côté. Donc j'avais à l'époque une collègue amie qui est une énorme fan de cette série, qui m'en parlait depuis plusieurs mois. Tu vas voir, cette série, elle est géniale, je te connais, tu vas adorer, les acteurs sont super, l'histoire est très drôle, etc. Et je répondais tout le temps, je sais, elle est dans ma liste Netflix, mais bon, j'ai 1 milliard d'autres séries à regarder à côté. Et je pense qu'un jour, en fait, elle en a eu assez d'attendre. Et du coup, elle a fini par me dire, bon, Célia, je sors ma dernière carte. Sache que dans cette série, il y a régulièrement un chien trop mignon. C'est un corgi et il s'appelle Cheddar. Et croyez-le ou non, mais le soir même, je regardais le premier épisode. Et oui, il m'en faut peu. C'est vrai. C'est vrai. Je me suis retournée là d'un coup. Du coup, qu'est-ce qui m'a plu dans Brooklyn Nine-Nine? Du coup, dès le départ, c'est les personnages, forcément. Ils ont tous des caractères très marqués, des caractères très différents, ils sont extravagants, ils sont touchants. Et pour vous en lister quelques-uns, notamment les principaux, j'ai donné quelques exemples. Donc, on a le capitaine dont je vous ai parlé. Alors lui, il a vraiment une allure de robot, il est très stoïque, il n'a pas vraiment d'émotion. Mais au fur et à mesure de la série, intérieurement, on se rend compte qu'il est quand même plus empathique que ce qu'il peut laisser paraître.
On a le détective très compétent, dont je vous ai parlé aussi, mais qui est également complètement immature, qui préfère prendre son temps pour mettre en place des farces plutôt que de travailler, ce qui est dommage parce qu'il travaille extrêmement bien. On a le personnage qui est très excentrique, très impliqué dans la vie des autres, plus dans la vie des autres que dans la sienne d'ailleurs, et limite malaisant parfois, mais une personne très gentille, très optimiste et surtout très touchante. On a une détective qui est très secrète, voire même terrifiante, qui a du mal à gérer sa colère, qui a un gros manque d'empathie, mais qui au final va se révéler au fur et à mesure très touchante et très loyale, voire même fidèle. Une autre, qui est une de mes préférées, qui est très ambitieuse, très compétitive, qui a une passion pour le respect des règles, pour les classeurs et pour l'organisation, mais qui est également une personne perfectionniste et angoissée, et donc forcément également très touchante. Un fan de musculation, si vous connaissez Terry, forcément, voilà, vous savez de qui je parle. Fan de musculation, fan de yaourt, qui parle de lui à la troisième personne. Donc ça pourrait être vu comme quelqu'un qui s'aime énormément, mais qui se révèle au final être une vraie douceur, un soutien sans faille pour son équipe. On a également les deux meilleurs amis qui sont tout le temps fourrés ensemble et qui passent plus de temps à manger et à dormir qu'à résoudre des enquêtes. Ils sont tout le temps malades, ils ont des façons de fonctionner très étranges, mais c'est vraiment un duo assez iconique. Et enfin, qui est mon personnage préféré, c'est la secrétaire complètement mégalo, au franc-parler et au meilleur punchline. Donc je vous en ai donné 2 parce qu'elle reste vraiment dans mon top 3. Chaque fois que tu parles, j'entends le son que joue Pac-Man quand il meurt. Ou ma mère a pleuré le jour de ma naissance car elle savait qu'elle ne serait jamais meilleure que moi. En bref, vous l'aurez compris, avec Brooklyn Nine-Nine, on a vraiment un beau patchwork de personnages qui sont divers, qui sont hauts en couleur et qui sont à la fois quand même touchants et surtout très proches les uns des autres. Ils forment une équipe vraiment qui se complète et c'est d'ailleurs pour ça que j'adore cette série. Ça travaille en belle harmonie, c'est très rigolo, ils se retrouvent vraiment dans des situations, parfois on se demande comment ils vont s'en sortir et ils arrivent toujours à faire des pirouettes pour s'en sortir. Et tout au long des saisons, ce qui est très chouette, c'est qu'on va suivre à la fois leur mission principale, qui est donc de remplir leur mission, protéger, servir les habitants, etc. On suit leur vie professionnelle au sein des bureaux, mais on suit aussi leur vie personnelle. Et donc au fur et à mesure de la série, on rentre vraiment dans leur vie personnelle, il y a des relations qui vont se créer, et ça participe aussi vraiment à l'amour que je peux avoir pour cette série, parce que il y a plus d'intimité en fait, et on commence à comprendre davantage comment fonctionnent les personnages, et qu'au final, derrière les façades se cachent d'autres façons de fonctionner. Et donc tout ça crée vraiment une recette qui, en tout cas pour moi, a réussi à me captiver, et surtout ce qui est chouette, qui a réussi à se réinventer, je trouve, à chaque saison. Je voulais aussi vous parler d'un petit détail qui participe, je trouve, à pourquoi cette série, on va la regarder jusqu'au bout. C'est notamment ce qu'on appelle l'épisode d'Halloween, qui est présent dans chaque saison. Et je trouve que c'est aussi ce qui me motive vraiment à aller jusqu'au bout. Et je pense, en tout cas, de mon point de vue, c'était vraiment le cas. C'était un peu l'épisode que j'attendais à chaque nouvelle saison. Donc, pour vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit, dans un des premiers épisodes, on a un des personnages qui déclare au capitaine que de toute façon, il serait meilleur criminel que tous ceux qu'il a pu arrêter jusque-là dans toute sa carrière. Et donc, pour prouver ça, il décide de mettre en place un faux braquage au sein du commissariat. Et donc, la victoire d'un des deux, je vous spoilerai pas lequel, marque en fait ce qui va devenir vraiment une tradition au sein du 9-9. Donc, chaque année, il y a un nouveau casse avec de plus en plus de participants, de plus en plus de trahison, d'ingéniosité, de changement face à l'évolution des personnages, etc. Et en fait, c'est là, je trouve, qu'on arrive à voir à quel point cette série, elle arrive à se réinventer. Parce qu'on pourrait se dire, très bien, à chaque saison, il y a un nouveau braquage, etc. Mais en fait, ils sont à chaque fois de plus en plus fous. On s'attend vraiment rarement à la fin. Et surtout, moi, parfois, je me dis, mais ces personnes sont des génies. Ils ont vraiment des idées. On a l'impression que telle personne fait équipe avec telle personne. En fait, au final, elle va trahir telle personne. Et c'est vraiment très, très drôle. Et donc, avant de conclure, pourquoi est-ce qu'il faut que vous regardiez Brooklyn Nine-Nine ? Au-delà de l'argument, il y a un petit chien nommé Cheddar qui est trop mignon. Il faut regarder juste pour ça. Déjà parce que c'est un format qui est parfait si vous voulez prendre une petite pause déjeuner, si vous voulez repasser votre linge et que vous avez envie de regarder quelque chose de sympa et de drôle. C'est un peu comme du Friends ou du Superstore, ça dure une 30aine de minutes. Donc le rythme est rapide, les histoires s'enchaînent bien, les épisodes aussi. En moyenne, on a en général une nouvelle enquête ou une nouvelle aventure à quasi chaque épisode. Parfois, il faut 2 épisodes, mais du coup, ça se regarde vraiment assez facilement. C'est une série, comme je l'ai dit, qui est très drôle. L'humour est maîtrisé, il est travaillé, et pour autant, ça tombe pas dans les clichés et les stéréotypes, qui parfois peut être le cas de ce genre de série. Parce que c'est inclusif, avec des représentations positives, et ça, on adore.
La série, par exemple, elle met en avant des personnages issus de différentes origines, latino-américaines, afro-américaines. On peut y voir des personnages féminins qui sont indépendants et surtout qui sont décisifs dans le déroulé de l'histoire. Donc, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas là pour faire peau de fleurs. Et on a également plusieurs personnages LGBTQ+, surtout qui sont visibles. Et ce qui est super beau, c'est qu'on sait tout ça. Et en fait, pour autant, ça ne définit pas ces personnages en tant que personnages. Enfin, on le sait, on vit avec, et en fait, ça paraît juste normal. Et ça, je trouve que c'est très important aussi à mettre en avant. C'est pas on a décidé que telle personne, elle était gay ou lesbienne ou transgenre, et puis on en profite pour mettre ça en avant. Pas du tout. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'ai vraiment apprécié dans la série. C'est aussi une série qui parle de problématiques sociétales, comme le sexisme, le contrôle des armes aux US, la santé mentale, les relations familiales, les relations de couple, etc. Et elle le fait bien et pas de manière lourde. C'est une série qui a su s'arrêter avant de commencer à tourner en rond, en tout cas je trouve, et avant de s'essouffler, et ça c'est bien. Parce que je suis par exemple aussi une grosse fan de Big Bang Theory. Mais voilà, je trouve que cette série aurait vraiment dû s'arrêter avant. Les personnages tournent en rond, certains sont arrivés un peu au bout de leur histoire et c'est un petit peu dommage. Et vraiment, dans Brooklyn Nine-Nine, j'ai pas du tout ressenti ça. Et en plus, la fin, elle est touchante et elle est complètement en accord avec l'évolution du scénario. Donc, c'est quelque chose de très réussi aussi de mon point de vue. Et enfin, parce que c'est une grande famille à laquelle on s'attache au fur et à mesure, à laquelle parfois on s'identifie même. Et dès les premières images, on ressent ça. Donc, en conclusion, je pense que vous avez compris que j'adore Brooklyn Nine-Nine, que je la conseille à toute personne qui recherche une série drôle, feel-good, touchante, parée, décalée. Et comme je le disais tout à l'heure, pour celles et ceux ayant la ref, j'ajouterais même un cool. Maurice. J'ai jamais réussi à le faire correctement. C'est vrai. Jamais. Pourtant, j'ai essayé. Je me sens exclue, j'ai pas la ref. Ah, c'est Peralta. Peralta, c'est un des persos principaux qui c'est une de ses punchlines. Mais il y a énormément de punchlines et je tiens à dire en addition de tout ça que c'est une des séries dont justement j'ai des vifs souvenirs des citations et des punchlines de chaque perso. Parce que en fait, c'est du comique de répétition, donc les mecs ils balancent ça à toutes les sauces, à tous les épisodes, mais ça fait aussi leur charme quelque part. Et c'est marrant, ça me dérange pas tant que ça, alors qu'il y a vraiment des trucs genre dans The Office par exemple qui dans la longueur m'ont cassé les pieds quand même parce que réétalé. Mais je pense que c'est aussi le rythme qui fait que on s'en lasse moins. C'est super rapide. Enfin, tu vois, il y a la narration, elle est tu vois, tu parlais d'enquête, mais je pense que la narration elle est vachement secondaire et les personnes sont super mises en avant et autres. Mais ouais, que Truss, tu me regardes parce que je pense que tu les as vus. Alors, je les ai vus. Alors, je crois que j'ai commencé quand il y avait 4 saisons. Donc, j'ai regardé les 4 saisons tout seul. J'ai fait, ça, faut que je le montre à la famille. Donc, on a regardé les 4 saisons en famille. Après, il y a eu la saison 5. Du coup, il a fallu regarder les 4 premières saisons pour s'en rappeler. Oui. Après, il y a eu la saison 6, donc il a fallu regarder les 5 premières saisons. Après, il y a eu la saison 7, ma femme avait abandonné à un moment donné. Tu vois. Mais avec mes enfants, on a dû la voir 4-5 fois, tu vois, comme ça, en décalé, quoi. Et ouais, non, c'est une de mes séries préférées. C'est génial. Tout ce que tu as dit, c'est exactement ça, quoi. Le fait que ce soit une série engagée, une série ouverte, de gauche. C'est une bonne série. Il y a énormément d'absurdes et moi je trouve que c'est un des humours américains préférés. En fait, je trouve qu'ils ont un truc avec l'absurde qui est incroyable, et plus le comique de situation, le comique visuel et physique. Tous les personnages sont bien, tous les personnages sont attachants mais comme dans The Office, c'est-à-dire que t'as l'impression vraiment c'est ta famille en fait, quoi. Et entre guillemets, ça veut dire que dans les saisons un peu plus avancées, tu vas avoir juste un plan, un regard, un truc, tu sais exactement ce que ça veut dire, tu vas exploser de rire, tu vas être touché. Moi, cette série, elle m'a foutu des poils, mais de ouf, quoi. Justement, quand ils abordent des thématiques sur les LGBT+, et sur le racisme, sur ça, et je pense à Rosa, donc l'inspectrice que tu dis fermée, qui s'ouvre après, etc., qui est incroyable. Enfin, je veux dire, ça touche avec tellement de justesse, et il désamorce toujours avec une blague, avec un absurde derrière, mais pas comme dans Marvel, par exemple, tu vois, où c'est toujours un peu gros sabot.
Non, c'est fait ultra finement et ça te permet de t'essuyer la petite larme qui a coulé sur le truc. Donc faut foncer. Brooklyn Nine-Nine, c'est une des meilleures séries du monde et c'est drôle, ça fout la patate, ça fait réfléchir, c'est bien filmé, c'est bien réalisé. Voilà. D'ailleurs, ce que tu dis, ça me fait penser. J'ai lu je suis tombée sur une interview il y a pas très longtemps, justement tout ce qui est racisme. Quand elles ont été engagées, l'actrice qui joue Rosa et celle qui joue Amy, qui sont deux du coup latino-américaines, quand elles ont vu en fait qu'elles passaient les entretiens, enfin le casting ensemble, elles se sont dit il y en aura qu'une de nous deux qui sera prise parce que de toute façon il y a un quota à respecter, ils prendront jamais deux latino-américaines. Et au final, elles ont été prises toutes les deux parce que c'est aussi ce que voulait la série. Et ça, je trouve que c'est un point super intéressant à mettre en avant aussi, qui montre qu'il y avait vraiment une volonté derrière ça de faire passer des messages, mais même par le biais des acteurs en fait en direct. Et t'as entendu la vraie voix de l'actrice qui joue Rosa ou pas? Alors oui, parce que je crois que dans Modern Family, ça se rapproche un peu plus de sa voix, il me semble. Parce qu'en fait, dans la série, elle a une voix un peu comme ça, hyper posée, c'est très grave, elle fait flipper tout ça. Et en fait, quand tu entends l'interview, en fait, tu viens de me tuer. C'est un peu comme celui qui joue Captain Holt, qui est un acteur, mais incroyable. Incroyable parce que le mec sur cette série. Passer des choses avec un air stoïque. Il est pas vraiment. Il est trop fort. Et en fait, quand tu le vois en interview, le mec est super jovial et tout ça. Non, c'est incroyable. Eva, je suis la seule qui est pas vue. En fait, en gros, moi, comment j'ai connu Brooklyn Nine-Nine, c'est comme je retourne chez mes parents tous les week-ends. J'ai mes petits frères et sœurs qui ont respectivement 10 ans, 13 ans et 16 ans. Ils allument tout le temps la télé, et ils regardaient une série, du coup Brooklyn Nine-Nine, en se marrant. Mais j'ai jamais vu mes frères et sœurs se marrer comme ça devant une série. Et je me dis, mais vous regardez quoi et tout? Moi, je pensais que c'était un truc Disney Channel ou un Gulli ou un truc à lancer. Et après, je me dis, c'est quand même bizarre. Et elle me dit, c'est Brooklyn Nine-Nine, ils rigolent et tout. Et du coup, je me suis dit, ça doit être vraiment drôle. Et après, en fait, quand ils mettaient des épisodes, ils avançaient sans moi, ils regardaient un peu comme ça. Quand ils mettent des épisodes dans le salon et que je suis de passage, des fois je me pose et je regarde et je rigole, mais en fait j'ai pas le contexte, je suis pas forcément attachée au personnage parce que je l'ai pas suivi en fait. C'est juste drôle parce que ce moment-là il est marrant, lui il a sorti une réplique drôle, mais j'ai pas l'attachement que vous pouvez avoir parce que j'ai pas suivi. Mais du coup il faut que je suive, oui. C'est totalement mon style de série aussi et j'ai beaucoup aimé The Office, vraiment j'ai adoré The Office. Et si tu me dis que c'est encore plus drôle que The Office, c'est un autre humour. Oui, c'est un autre humour. Ouais, moi j'aime bien l'humour un peu cringe. Plus accessible. Parce que en fait, t'as aussi l'équivalent cringe dans du coup Brooklyn Nine-Nine. Célia l'avait mentionné. Quand il m'a parlé, mais c'est un cringe mignon quand même. C'est un cringe mignon, alors que dans The Office, le cringe il est détestable, mais vraiment détestable. Ça me fait marrer à mort. Mais du coup, quand elle m'a énoncé les personnages, quand elle a dit ce personnage-là, je me suis dit c'est peut-être celui que je préférais. Mais moi je l'adore. C'est vraiment, ça fait partie d'un de mes dans les top tiers quoi. C'est quand même la série qui a fait, comment on peut dire, qui a lancé Titre. Parce que c'est titre de ta sextape en fait. Je savais pas d'où ça venait. Et en fait, ça vient de là. Ok. C'est marrant. Les bonnes références. Mais voilà, Brooklyn Nine-Nine, si vous n'avez jamais vu, et c'est l'occasion puisque bientôt les fêtes et tout, ça se regarde en famille. Il y a vraiment de tout pour tous les publics, je trouve. C'est des épisodes de 25-30 minutes max. Et du coup, c'est réalisé par Dan Gour et Michael Schur. Je ne sais pas si c'est allemand ou pas. Mais c'est diffusé depuis septembre 2015 en France et toutes les saisons, il me semble, sont dispo du coup sur Netflix. L'heure est grave. Pression. Non, absolument pas. Non, je disais justement en intro de cet épisode qu'on voulait un peu tester un nouveau format et alors non, c'est pas vraiment un nouveau format parce qu'en vrai ça se veut pas comme étant un nouveau format, mais en tout cas c'est quelque chose de personnel. Oui. Déjà. C'est vrai. Et ça faut le noter parce que c'est autre chose que le récit de nos vacances. Parce que ça, c'est bon, voilà quoi. Ça on peut en parler sans trop se mouiller. Mais ouais, j'avais envie qu'on finisse sur une bonne note et sur quelque chose qui concerne Cutrus du coup, une part de vie, un morceau de vie, un partage. Un partage.
Ah oui, donc faut que j'explique. Effectivement. Non, mais je vais vous expliquer pourquoi. En fait, je voulais parler d'entrepreneuriat, enfin de monter sa boîte, etc. Je sais pas pourquoi, parce que c'est un truc, parce que ça fait 4 ans que là, j'ai monté la mienne avec des amis, en fait. Et je me dis, bah, c'est peut-être intéressant. Alors, je vais pas essayer de vous donner trop de conseils et tout ça, parce qu'en fait, je pense que les conseils sur comment monter sa boîte, etc., vous allez sur LinkedIn, vous allez sur YouTube, il y en a 50 000. La grosse référence. Et surtout, oui. Ben oui, parce qu'on s'intéresse à ce réseau social, hein, au bout d'un moment. Forcément. Hein. Et c'est pas toujours. D'ailleurs, on pourrait faire les chroniques entières sur Ah oui, ouais, les pépites de les pépites, c'est vrai. les pépites, c'est ça. Et de toute façon, en plus, on peut pas vraiment donner de conseils parce que chaque expérience est unique, chaque personne est différente, les motivations sont différentes, les compétences sont différentes, les domaines sont différents, les métiers sont différents. Je me suis dit, bah, pourquoi pas un peu partager ça, parce que finalement, il n'y a pas tant de monde que ça autour de nous, et quand on regarde par exemple dans les chroniqueurs du VHS, il n'y a pas tant de gens qui sont indépendants ou qui sont chefs d'entreprise. Et je me dis, bah, je vais essayer de raconter mon parcours, qu'est-ce que moi ça m'a apporté, pourquoi je l'ai fait, qu'est-ce qui est chiant, qu'est-ce qui est génial, peut-être que ça va, je sais pas, donner une idée à quelqu'un, peut-être que ça va résonner chez quelqu'un aussi, peut-être que voilà, il aura envie d'en parler après, soit dans le Discord, soit avec moi, pourquoi pas après. Et voilà, donc c'est une petite tranche de vie. Je vais essayer de le ponctuer un peu, pas de conseils, mais en tout cas de choses qui pour moi sont importantes dans ça. Et pourquoi je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, cette espèce d'idée un peu folle que certains qualifient de n'importe quoi, téméraire, courageux, je sais pas, mais c'est très bizarre. Et pour ça, je vais raconter un peu mon parcours. Donc c'est comme mon CV, si tu veux m'embaucher. Mais en fait, pourquoi c'est pas juste pour parler de moi et pour parler de ce que j'ai fait dans ma vie, mais c'est surtout pour expliquer un peu comment ce parcours m'a mené à ça. Moi j'ai fait des études de bio à la base, assez simple. Je voulais être paléontologue, je l'ai pas fait, et du coup je me suis dirigé vers la bioinformatique, qui est en fait l'informatique au service de la biologie. Vous vous rappelez, c'était quand on commençait à séquencer les génomes, etc. Et moi, je me suis lancé là-dedans, puis après, j'ai continué un peu là-dessus. Je commençais déjà donc à vouloir faire 2 choses en même temps, c'est-à-dire de la bio et de l'informatique. Je me suis lancé dans une thèse que j'ai pas finie pour diverses raisons, etc. Et je me suis barré du milieu de la recherche et je suis parti faire développeur chez Publicis, donc une énorme boîte ultra commerciale dans la pub, où j'ai passé 4 ans vachement bien, en vrai, parce qu'on avait une super équipe. Mais voilà, j'ai commencé déjà à faire autre chose. Et par contre, le malaise commençait à poindre. C'est-à-dire que, et je pense que ça va résonner dans pas mal de têtes parmi vous, auditeurs, auditrices et chroniqueuses, c'est que des fois, on n'a pas l'impression de se sentir à sa place. On a l'impression d'être écrasé par cette espèce de boîte, on a l'impression de ne pas être écouté, on a l'impression de bosser et de se dire, tiens, je vais quand même gagner plein de thunes à ces boîtes, tiens, c'est bizarre, ils nous disent que les salaires sont gelés, et ils rachètent un groupe et ça les fait passer en 3e position. Là, je parle pour mon cas à Publicis. Ouais, enfin voilà, clin d'œil. Et on se dit, et puis toutes les inepties aussi. Hein, je veux dire qu'on a vécu, c'est-à-dire on part à 5 heures parce qu'on doit aller s'occuper d'aller chercher son gamin à la crèche, et on a commencé à 7 heures alors que tout le monde arrive à 11 heures et on a le droit à, en fait, tu prends ton après-midi. Oui, je crois pas encore en 2023, il y a sûrement des gens, mais je ne sais pas, qui font ça. Et du coup, on se dit, merde, en fait, c'est nul, c'est chiant. Ouais, et moi, on m'avait proposé de rester avec quand même une belle augmentation de salaire et tout ça. Et je gagnais bien ma vie à l'époque, j'ai peut-être fait une connerie d'ailleurs. Et je me suis dit, je vais faire autre chose. Déjà, quand j'étais à la fac, je me disais, en fait, moi, j'aurais plusieurs vies, j'aurais plusieurs boulots. C'est pas si dur que ça, peut-être, d'apprendre et de faire plusieurs boulots, donc pourquoi pas. Donc j'ai arrêté, j'ai fait une rupture conventionnelle, et puis vous imaginez qu'à Publicis en développeur, on peut rester un peu plus longtemps tranquillou et au chômage. Et j'ai cherché à monter un truc. Et là, j'ai rencontré un pote qui était concepteur de jeux de société, entre autres. Il faisait d'autres choses. Et on a commencé à essayer de monter ça dans une cave. Vous la voyez, ça, la success story. C'est quel genre de jeu, ça? C'était des wargames, mais c'était des wargames de façon... un jeu vidéo, d'ailleurs. Donc on voulait se lancer là-dedans, mais de faire un truc un peu original.
Et bah, comme toute première expérience de ce type, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on bosse pas beaucoup. On se voit, on discute, on joue à des jeux vidéo en se disant oui, bah, il faut qu'on teste ça, c'est important. Tout ça, mais bon, néanmoins, on avait commencé à réussir à faire des protos, etc. Et puis, mon pote est parti faire gourou en Italie. Je rigole pas, il est parti faire du respirianisme, c'est-à-dire que tu n'as plus besoin de manger. Mais tu as juste besoin de la lumière. C'est tellement improbable. Et non, mais c'est incroyable, c'est vraiment marrant. Et du coup, maintenant, il donne des stages. Voilà, il a trouvé sa voie, quoi. Tu peux jeûner. Maintenant, c'est un peu un escroc. Et c'est pas mais ça pourrait être une autre chronique. Et d'ailleurs, il fait ça dans le petit village où j'avais raconté la coconne. Je crois que c'était dans les Contrecastes 2 ou 3. Là. Bref, c'était un autre sujet. Donc voilà, on se dit merde. Je me suis barré, ça fait quand même 1 an. Je commence à plus avoir trop de chômage. Mes réserves, ça me nuise. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je continue à chercher, à glander aussi, il faut bien le dire. Ou est-ce que j'essaye de chercher un autre poste ? Voilà. Et en fait, j'ai eu de la chance. Parce que la chance fait partie en fait de cette chose-là, mais même quand on est salarié. Hein. On m'a dit, tiens, il y a une petite start-up dans le domaine de la musique électronique. Et ils cherchent un 3e associé pour faire directeur technique. Je fais OK, pourquoi pas, let's go. Et donc, je me suis lancé. J'avais pas beaucoup de parts, j'avais 15% des parts, mais j'étais content, voilà. Donc, c'était ma première expérience de boîte où j'avais des parts, etc. Super intéressant, apprendre à bosser avec des gens que tu connais pas, sur un domaine pas si éloigné que ça, parce qu'il y avait de la technique et je suis musicien et j'avais, dans le rock, mais la musique électronique, c'est quelque chose qui me parlait et que j'avais déjà depuis longtemps. Donc, première expérience plutôt intéressante. Puis, ça s'est fini un peu en eau de boudin. Petit conseil comme ça, ne rentrez jamais dans une boîte quand les 2 associés sont en couple et qu'ils se séparent. Parce que ça fout la merde. Donc, 2e échec. Je sors sans aucune part, sans rien. Et là, voilà. Du coup, je décide de faire un peu le truc, un peu le cul entre 2 chaises, c'est-à-dire pas vraiment reprendre le boulot, pas vraiment reprendre en tant que salarié, pas vraiment avoir ma boîte, mais en étant développeur indépendant. Je fais ça quelques temps, c'est plutôt pas mal, j'ai travaillé dans des boîtes assez sympas, dont le journal Le Point, où j'ai appris plein de trucs, c'était assez marrant. Et puis, bon an, mal an, je me dis, le développement, je m'emmerde, quoi. Ça m'intéresse plus, j'ai plus vraiment envie de le faire. Je me sens en plus dépassé par les jeunes qui arrivent. Bonjour École 42. Ce genre de truc. Et puis, toujours en fait, avec cette idée que moi, je suis un touche-à-tout. J'aime bien un peu faire plein de trucs. J'aime bien toucher dans du son. J'aime bien toucher, etc. Et j'aime pas me spécialiser. Chose qu'on nous demande souvent dans le développement, mais pas que dans le développement, et aussi dans beaucoup de boulot. C'est-à-dire qu'il faut être le meilleur, il faut être expert dans son domaine et il faut y aller. Et donc, parallèlement, à côté de la musique, la photo, les podcasts, le jeu de plateau, le jeu vidéo, etc., je rencontre des gens avec qui on s'occupe d'une association de jeux de plateau et de jeux de rôle. Et puis, on commence à construire ce qu'on appelle des murder parties, des petits GN. Et ça marche plutôt bien. Et un de mes futurs associés, lui, c'est pareil, il est éducateur spécialisé, il fait ça depuis à peu près 15 ans, 10-15 ans, et puis le système l'a un peu bouffé, il a vu des choses pas très cool se passer avec des enfants qui suivaient, et lui aussi, il était un peu dégoûté par son métier, il s'est dit, et on s'est dit, pourquoi pas, quoi. Est-ce qu'on se lancerait pas, et est-ce qu'on sent qu'on n'est pas mauvais là-dedans ? Est-ce qu'on se lancerait pas ? Et puis avec notre 3e associé on s'est dit, go, c'est parti. On s'est lancé et depuis, on a le Chimérarium, qui est une boîte qui écrit des jeux narratifs qu'on fait jouer. Donc des GN, des jeux de rôle grandeur nature, on en a déjà beaucoup parlé ici, avec Zef aussi, entre autres. Des jeux de plateau, des jeux pédagogiques, des serious games, etc. Je vais pas m'éterniser là-dessus. Et on y est allé. Voilà un peu pour le parcours. C'est-à-dire que c'est pas... là, maintenant, ça fait 4 ans qu'on l'a. Mais c'est pas quelque chose qui arrive d'un coup. Enfin, si, on sait, il y a des gens qui sortent de l'école de commerce et qui se disent, tiens, je vais monter ma boîte. Je me suis fait tout seul grâce à l'appartement dans le 16e de mes parents. Et grâce à mon huile de coude, je vais réussir à monter une boîte, etc., etc. Je critique un peu, mais...
Donc voilà, en fait, c'est un parcours un peu... ça s'est pas fait tout de suite. Ça s'est fait en 10-15 ans. Et voilà. Alors, si vous vous dites, tiens, moi aussi, en fait, je commence à arriver un peu au bout de ce que je fais, de ce que je fais dans ma carrière, j'en ai un peu marre d'avoir une hiérarchie, etc. Et c'est pas un mal d'avoir une hiérarchie, hein. Surtout, je pose surtout pas le salariat et l'entrepreneuriat. Jamais de la vie. C'est vraiment des choix de vie, c'est des choix de personnalité et c'est des envies, c'est des choses qu'on a envie de faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que évidemment, avant de monter cette boîte, bah, on en parle aux gens, quoi. Donc, premier conseil, il faut écouter les gens parce qu'ils vont partager votre expérience. Il y a des gens qui vous connaissent mieux que vous-même sur certains points, qui savent à peu près ce qu'ils veulent faire. Moi, il y a des gens qui m'ont dit, bah oui, évidemment. Enfin, je veux dire, toi, t'es pas fait pour rester dans un bureau, entre guillemets, et mettre au boulot dodo, etc., etc. Donc, ok. Il y a des gens qui vous encouragent, ouais, vas-y, qui vous soutiennent, qui vous disent, ah, si t'as besoin, t'inquiète pas, on est là derrière. En parler à son conjoint, parce que sur le conjoint, c'est compliqué. Bisous. En parler aux gens aussi, c'est une réflexion de vos propres réflexions. C'est beau. Ça aide aussi à mieux formaliser ses idées. Deuxième conseil, il ne faut pas écouter les autres. Le premier, c'était écouter les autres. Parce qu'en fait, les gens vont projeter leurs propres inquiétudes. Ils vont projeter leurs propres peurs sur vous et n'arrivent pas à comprendre en fait pourquoi tu fais ça. Moi, j'ai eu plein de gens qui m'ont dit ça. Ils m'ont dit mais t'es ouf, mais comment est-ce que tu vas faire? Tu vas jamais y arriver. Viens, t'as qu'à faire fonctionnaire, etc., etc. Et machin. Ouais, je te jure. Mais des potes proches, quoi. Et bah, en fait, ça fait super mal parce que tu te dis, bah, en fait, tu comprends pas pourquoi je veux le faire, tu comprends pas pourquoi je veux me lancer, pourquoi je veux faire mes propres erreurs, pourquoi, etc. Donc voilà. Donc, en tout cas, faut en parler aux gens. Si vous avez la meilleure idée du monde, et que vous voulez surtout pas en parler parce que sinon, vous la piquez, c'est des grosses conneries. Parce que cette meilleure idée du monde, il y a plein de gens qui l'ont déjà eue, en tout cas, mais qui l'ont pas forcément réalisée. Et le plus important, c'est de les réaliser, ces idées, c'est pas de les avoir. Alors, c'est quoi être un entrepreneur? C'est quoi avoir sa propre boîte? Bah, en fait, c'est super cool, mais c'est super nul. C'est nul, c'est cul aussi. Pourquoi? Eh bah, c'est beaucoup d'épanouissement. Ça veut dire, c'est se lancer dans une aventure, c'est se lancer entre guillemets dans l'inconnu, pas complètement. Hein. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui ont des business plans hyper bien foutus, qui sont déjà tout prêts, machin. Et puis il y a des gens un peu comme moi qui sont un peu moins, un peu comme nous, qui sont plus créatifs et qui sont du coup un peu moins carré, mais ça donne d'autres choses intéressantes. C'est l'épanouissement et puis bah c'est la déprime aussi. Parce que justement, en fait, on se retrouve tout seul et bah on est tout seul. C'est-à-dire qu'il y a personne d'autre. Ça vous est déjà arrivé au taf? Moi, ça m'est arrivé plein de fois. On se dit bon, ça, je le ferai, machin. Il y a quelqu'un qui va le faire de toute façon. Et puis voilà. Et bah là, quand tu fais pas, bah il y a rien qui est fait, quoi. Et ça, c'est un truc, on n'en a pas conscience au début, mais quand on est là et puis on fait, putain, j'ai pas envie de taffer, je suis fatigué, je suis déprimé, il fait pas beau. Oh, j'ai plutôt envie d'aller caresser un chien. Et bah le lendemain, le truc il est toujours là. Et puis t'as pas fait rentrer d'argent, t'as pas bossé et ça a pas avancé. Un truc moi qui m'épanouit énormément dans cette forme de travail, c'est l'apprentissage d'autres compétences. C'est quelque chose d'assez incroyable. C'est parce que aussi je suis touche à tout, ça convient pas à tout le monde bien évidemment. Mais ça veut dire que t'apprends à tout faire en fait. T'apprends à faire du graphisme, entre guillemets. T'apprends à communiquer, t'apprends à faire un post Facebook, t'apprends à écrire un mail aux gens, t'apprends à aller en rendez-vous, t'apprends à faire un devis, t'apprends à pas réussir à faire un devis, t'apprends à parler aux entrepreneurs et tu leur dis quand vous faites vos devis, on n'y arrive pas à faire les devis. T'apprends qu'est-ce que la TVA, t'apprends à faire de la comptabilité, t'apprends à... que les impôts c'est chiant. T'apprends énormément de choses. Alors c'est fantastique. Parce que tu as toujours l'impression de renouveler quelque chose. En fait, tu t'ennuies jamais. Tu as toujours... tu fais « Ah, qu'est-ce que j'ai fait la semaine dernière ?» Et ça, je l'avais jamais fait avant. Donc, c'est super, mais c'est ultra flippant aussi. Parce que tu as le syndrome de l'imposteur et que tu as l'impression de tout faire mal. Et tu as aussi l'impression que chaque nouvelle expérience, surtout dans les premières années, dans les premiers mois, tu as toujours l'impression que tu sais rien faire. Parce qu'en fait, on te demande de faire tellement de choses parce que tu peux pas embaucher des gens et tout ça au début, sauf si tu as fait une énorme levée de fonds. Mais nous, c'est pas notre cas. En fait, tu fais en fait, je suis nul, je vais pas y arriver. Et puis après, t'apprends et puis t'y arrives et puis tu te plantes et puis c'est pas très grave. On est son propre chef.
Ça veut dire qu'effectivement, quand vous avez eu cette impression au boulot d'avoir une bonne idée, de la proposer, on vous la refuse et que peut-être 2 ans après, vous la voyez réapparaître, vous dites putain, je l'avais eu cette idée, j'en avais parlé, on m'avait dit non, c'était pas possible. Donc ça, c'est une petite satisfaction. Ça veut dire aussi que tu es responsable de tes propres erreurs. Mais ça, c'est en même temps, moi, j'aime bien. Tu vois, je fais des conneries, au moins, je sais que c'est moi qui les ai faites. C'est pas quelqu'un d'autre et c'est pas quelqu'un qui est autre part qui a fait une connerie et qui me retombe dessus. Mais du coup, on est un peu tout seul aussi. Ça veut dire que il y a personne d'autre pour prendre la décision. On est 3 nous dans la boîte, mais c'est quand même 3. Des fois, c'est comme si t'étais 1. Tu fais des rencontres incroyables. Moi, j'ai rencontré des gens, j'ai été dans des lieux, j'ai vécu des trucs dans des rendez-vous que je pense que je n'aurais jamais eu si j'étais encore salarié, même avec un poste en responsabilité. Et encore, je sais pas parce que je l'ai pas fait, donc ça se trouve, je dis des conneries. Et on pourra me contredire et vous aurez raison. C'est-à-dire que tu rencontres d'autres PDG, tu vas dans des lieux assez incroyables. En plus, nous, on est dans l'événementiel, donc on arrive à visiter des choses de ouf. Donc voilà, ça, c'est des opportunités que tu te crées, qu'on te crée, etc. Tu fais des rencontres de merde aussi, mais bon, ça, il faut être poli. Et tu choisis tes associés aussi. Tu choisis les personnes avec qui tu bosses. Et tu choisis aussi tes employés. Enfin, tu les recrutes. Tu les choisis pas. Eux aussi te choisissent, c'est important. Et du coup, tu peux pas fuir tes responsabilités non plus. C'est-à-dire que la personne que tu embauches, la personne que tu choisis avec qui tu bosses, tu peux pas les éviter. C'est les gens, c'est toi qui as décidé de bosser avec ces gens-là et c'est toi qui as décidé d'embaucher ces gens-là. Donc, c'est une grosse responsabilité, mais n'empêche que c'est vachement cool parce que en tout cas, nous, c'est que tu prends plus soin de ces personnes-là et tu es obligé aussi d'affronter les problèmes. Parce que faut pas se leurrer, et je pense que beaucoup de gens, dont des gens que je connais qui écoutent ou qui sont dans le crew, être avec des associés, même quand c'est tes amis, c'est pas facile tous les jours en fait. Tu t'engueules, tu te comprends pas, t'es stressé, tu te prends la tête, etc. Et moi, je sais que parce qu'on est des gens qui communiquent beaucoup et qui veulent résoudre les problèmes, moi, ça m'a fait énormément grandir. Ça m'a fait progresser de fou sur garder son calme, sur essayer de comprendre l'autre, sur essayer de faire comprendre à l'autre toi-même, en fait. Parce que tu sais que la personne ne te comprend pas et c'est pas en répétant 50 000 fois en t'énervant que ça va marcher. Et voilà, ça, c'est... Je pense que tu le rencontres aussi dans d'autres circonstances, bien évidemment. Mais moi, c'est quelque chose, je pense que si je devais vraiment retirer quelque chose d'humain, en tout cas dans cette expérience-là, c'est ça. Alors ça, c'est une expression que j'avais sortie une fois pour déconner à un pote musicien. Je lui ai dit, ouais, on marge à 100%. Pour dire, c'est cool, toute la thune nous revient. Ouais, mais on n'a pas de thune en fait. Parce que depuis la boîte, elle marche pas et que t'es toujours dans la merde. Donc ça, faut quand même le savoir. C'est qu'au début, c'est très très dur. Tu bosses comme un malade et tu gagnes pas beaucoup d'argent. Et ça, faut le savoir. Faut s'y attendre. Malgré si ça monte très vite, si ça va très très vite. Et non, au début, on gagne pas assez de thunes. Hein. Je veux dire, bonjour Twitter qui est toujours déficitaire. Bon, ils arrivent à payer les gens, mais n'empêche que c'est pas si évident que ça, quoi. Et voilà. Et dernière chose, pour les gens qui sont angoissés dans leur boulot, que la communication passe pas, qui sont pas au courant de ce qui se passe dans la boîte, t'es au courant de tout. C'est génial, mais du coup tu dors pas parce que t'angoisses de tout. Et parce que tu penses à tous les projets, tu penses à répondre aux clients, tu as 5 mois de retard parce que la BNP à qui t'a envoyé la facture par courrier postal met 6 mois à te payer parce que t'as les impôts, parce que t'as la TVA, parce que t'as plein de choses, parce qu'il y a toujours une merde, surtout dans l'événementiel. Et du coup voilà. Mais au moins tu sais tout. Et moi je sais que c'est un truc dont je souffrais quand j'étais salarié, c'est que il y a des trucs, putain, pourquoi on m'en parle pas, quoi? Parce que c'était les chefs au-dessus qui en parlaient, et que je pense que s'ils nous en parlaient à nous, l'idée risquait d'être corrompue ou qu'on allait invoquer un démon, je sais pas, mais voilà. Et finalement, je vais quand même terminer par quelques petits conseils, qui sont valables en fait dans tout ce qu'on appelle entreprendre. Et je vais pas épiloguer là-dessus, mais vous en trouverez plein aussi de vidéos sur entreprendre. D'ailleurs, je vous conseille, il y a une association qui s'appelle 100 000 entrepreneurs, qui demande à des chefs d'entreprise de venir dans les lycées, dans les écoles, etc., raconter leur expérience. Et pas que dans les boîtes, mais dans les associations, dans les œuvres caritatives, etc. Et qui explique qu'en fait, entreprendre, c'est pas forcément que faire une boîte, c'est faire un podcast, par exemple. C'est monter une association en label de musique, c'est
c'est faire énormément de choses, quoi. Donc, quel conseil pour entreprendre aux gens très rapidement et sans avoir la prétention de dire que c'est ça qu'il faut faire? Faut oser. Moi, je pense que se mettre en danger dans la vie, c'est intéressant. Alors, faut pas être taré, hein, faut pas forcément tout quitter et tout plaquer, envoyer tout chier, etc. Mais en tout cas, faut oser et surtout, faut se faire confiance, en fait. Parce que quand on a un instinct, quand on se dit quelque chose, je pense que quand on s'écoute, on sait ce qu'on aime. Voilà. On sait à peu près ce qu'on aime. Ça veut pas dire qu'on va y arriver, ça veut pas dire que c'est forcément une bonne idée, ça veut pas dire que c'est le moment, etc., que c'est raisonnable. Des fois, faut pas trop être raisonnable, mais il faut se faire confiance et faut oser. Un truc qu'on n'entend pas toujours, mais qui est très important, c'est accepter l'échec comme quelque chose de normal et quelque chose de fondateur et surtout de quelque chose qui t'apprend beaucoup de choses. On entend toujours les success stories des gens, mais en fait, il faut se planter avant. Et moi, je suis content de m'être planté avant plusieurs fois, avant là de réussir, je crois, en tout cas, je croise les doigts, je touche du bois, quelque chose d'un peu plus pérenne, pardon. Et je suis très content de m'être planté et je me plante encore beaucoup. On fait beaucoup d'erreurs. On en parle, on les accepte et c'est que ça en fait qui nous fait progresser. Se remettre en question aussi, mais sans se flageller, chose importante. On fait des conneries, je viens de le dire. Ouais, mais on a tendance à s'apitoyer des fois et à se faire mal et à se dire qu'en fait on a déconné et qu'on n'y arrivera jamais. Bah non, c'est bien de se remettre en question, mais il faut aussi être fier de ce qu'on fait. Il faut essayer d'être fier d'avoir osé, d'avoir entre guillemets le courage de tenter quelque chose. Parce que de toute façon, si on tente rien, on n'y arrivera à rien. Et faut communiquer. C'est ce que je disais tout à l'heure. Faut communiquer entre nous. Faut en parler. Moi, j'ai mis du temps à parler justement de moi, de ma boîte, et c'est aussi pour ça que je voulais faire un peu cette chronique. Parce que c'est, voilà, je pense que les gens, ça peut les intéresser. Puis surtout, ça peut ouvrir un dialogue. Et il faut pas hésiter à en parler. Être ouvert, c'est être vraiment ouvert à tout ce qui se passe. Je pense que la chance, ça se provoque. Les gens, je sais pas, même quand on trouve un boulot, ou quand on trouve une personne qu'on aime, ou quand on trouve autre chose, ou quand on se dit tiens, je vais être chroniqueur dans un podcast, on se dit des fois oh putain, j'ai eu de la chance. En fait non, la chance ça existe, mais ça se provoque et c'est en étant à l'écoute de tout ça qu'on arrive à choper les bonnes opportunités. Et voilà. Et pour finir, je dirais, alors ça c'est nous c'est nos valeurs, mais en fait c'est être honnête et respecter les gens. C'est vrai qu'on entend souvent dans l'entrepreneuriat plein de gens qui se gargarisent et qui se vantent de réussir à se faire plein de thunes et de réussir à faire ci, à faire ça en faisant des trucs pas très légaux ou en étant content d'avoir arnaqué quelqu'un en exploitant les gens. Soyez honnête, soyez respectueux des gens et voyez le long terme. Et en fait, même si c'est plus dur, à la fin ça paye parce que vous construirez des relations beaucoup plus solides que si vous aviez fait comme, je sais pas, dans des films comme Le Loup de Wall Street, quoi. Voilà, je sais pas si c'était très intéressant comme chronique, mais j'avais envie d'en parler, et puis on verra. Si vous voulez en discuter sur le Discord, c'est avec plaisir. C'est cool. C'est cool parce qu'il y a beaucoup de choses qui résonnent, comme tu disais. Je parle pour mon expérience perso. Moi, je suis encore en plein dans le monde salarial. Du coup, j'ai toujours ma hiérarchie et autres. Mais en contrepartie, je me suis aussi ouverte une fenêtre de liberté où je suis en auto-entrepreneur. Donc, c'est pas exactement pareil parce que j'ai moins la pression de ma compta en fin d'année parce que je sais que j'ai une ceinture de sécurité derrière. Mais ça me permet en fait de relativiser toutes les merdes qui m'arrivent parce que étant dans une grosse boîte, parce que étant dans un contexte politisé. Auto-entrepreneuriat, c'était une façon pour moi de dire merde, en fait, il y a des projets qui me passent sous le nez parce que c'est pas mes missions, parce que c'est pas le domaine dans lequel je bosse, et j'ai envie de ça. Et j'ai envie de les faire et j'ai envie de me faire plaisir. J'ai envie de, pour une fois, mettre ma signature sur un contrat, de me porter garant de la livraison d'un site pour une mairie locale à Pétaouchnouk ou de faire un énième magazine pour l'association locale de Normandie. Mais ça me fait plaisir parce que c'est des gens qui, du coup, dont je reçois les feedbacks en direct, qui m'appellent en me disant c'est trop cool. On a reçu le magazine, c'est trop cool. On a vu le site web en ligne ce lundi.
et les gens sont ravis. Et tu vois, c'est des choses dont on se détache très vite quand on fait partie d'une masse et auxquelles on est très exposé quand on est tout seul. Et c'est marrant parce que on a ce côté un peu édulcoré de voilà, on va mettre en avant les success stories dans les grosses boîtes de voilà, machin, cette équipe a fait ça, mais ça reste cette équipe dans le cadre d'un grand. Alors que ouais, en travaillant pour soi, on a aussi les victoires de soi-même. Et ouais, et c'est important, c'est vrai, c'est important de voilà, de comprendre l'importance d'avoir ce genre de victoire et de savoir les savourer. C'est un peu bizarre. Non, c'est très clair ce que tu dis. Je me retourne vers toi, Célia. Est-ce que Mais moi, j'ai pas vraiment d'expérience là-dedans puisque j'ai fait 3 boîtes et j'ai toujours été salariée. Par contre, j'ai trouvé cette chronique super intéressante. J'ai vraiment bu tes paroles, moi. J'étais plongée dedans. Ce qui était très juste, c'est que tu mettais en fait les pour et les contre, entre guillemets, les plus et les moins de voilà, ça c'est vraiment génial. Par contre, attention, en contrepartie, il peut vous arriver ça. Donc, moi, j'ai plutôt l'image, justement, quand je vois des personnes se lancer dans leur boîte, moi, je trouve ça très courageux. C'est plus cette vision que de, voilà, ces gens sont fous, le contexte actuel, vraiment. Je trouve ça super courageux parce que c'est quelque chose, en tout cas, que moi, je me vois pas du tout faire aujourd'hui. Et je trouve ça génial. Et souvent, il y a des contextes, des idées, des mises en place qui sont génialissimes aussi. Donc, déjà, pour ça, bravo. Et non, vraiment, chronique très intéressante, mais j'ai pas grand-chose à apporter puisque je ne connais pas du tout l'entrepreneuriat de mon côté. Ah non, mais c'est aussi une façon de partager, c'est cool. Eva? Moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant, mais vraiment, vraiment très intéressant parce qu'en plus, c'est une question que je me pose assez souvent. Et en fait, j'ai pas l'expérience du tout, donc j'ai pas non plus le soutien particulièrement de ma famille par rapport à ça. Donc, parce qu'eux, ils sont plus, non, instabilité, pense à ta vie de famille plus tard, quand tu vas faire des enfants, tu vas t'arrêter, arrête ton char et tout. Donc, pour reprendre des expressions. Et alors que moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'entreprendre. En fait, j'ai énormément besoin, j'ai plein d'idées qui fusent et j'ai tout le temps envie de lancer des trucs. Alors, j'ai un projet en tête que j'ai depuis cet été et je voulais le lancer dernièrement en octobre. Alors, pas entreprendre à 100%, mais pareil, j'ai un statut d'AE aussi. Et je me suis dit peut-être faire ça à côté et tout ça. Mais c'est vrai que manque de temps parce que je travaille forcément à côté et que je fais plein de choses en journée et en soirée. Mais ça m'a motivée aussi à me reprendre, à peut-être me remettre sur le projet. Parce que c'est un truc que je pense pouvoir lancer. Après, tu avais parlé à un moment du fait de réussir à parler un peu avec les autres, à faire des concessions, à discuter, à travailler sur soi. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Moi, c'est aussi un gros problème chez moi parce que comme je suis très organisée, j'ai en tête exactement ce que je veux faire. Si j'ai quelqu'un dans mon équipe et que ça va plus lentement que prévu ou que ça va pas dans mon sens et tout, je sens que je vais être en PLS. Et du coup, je sais pas si c'est justement une chose à faire, de me dire je sors de ma zone de confort, je ramène quelqu'un dans mon équipe et puis je travaille sur moi. Ou est-ce que je me dis non, vas-y, je pars solo parce que de toute façon, je sais, je peux peut-être entreprendre un petit bout solo et au moins je serai tranquille dans ma tête. J'ai cette question qui est depuis longtemps dans ma tête et peut-être que toi, avec ton expérience, tu pourrais me dire. Alors, c'est vrai que je l'ai pas marqué. Pourtant, j'y avais pensé dans le train, mais je l'ai pas écrit. Il faut se dire que tu peux pas tout faire. Oui. Voilà, on sait pas tout faire. Et même si j'ai dit qu'on apprend des nouvelles choses, il y a des choses on n'y arrivera pas. Et de toute façon, on n'a pas le temps, l'énergie, et puis il y a des choses on sait vraiment pas faire, quoi. Moi, communiquer sur les réseaux sociaux, je suis quiche, c'est une horreur. Et pourtant, j'ai bossé à Publicis sur des trucs comme ça. Bref, mais et du coup, faut savoir s'entourer. Alors, soit tu t'entoures d'un associé ou d'une associée ou de plusieurs. Et à ce moment-là, il y a quand même plein de choses à mettre au point, ne serait-ce que les questions légales, les pactes d'associés quand tu pars, etc. Les parts, bon, ça, c'est pas très intéressant. Il y a 12 000 trucs sur Internet. Mais nous, ce qu'on aurait dû faire, c'est beaucoup plus parler de notre façon d'être, de notre façon de travailler aussi. Alors, tu la connais pas forcément, c'est ça qui est drôle aussi. Et de comment tu fonctionnes, quoi. Par exemple, je te donne un exemple tout con, mais mon associé, lui, il est très fort pour se mettre dans un truc, dans un sujet et à la fond dedans, quoi. Et il va écrire des tonnes de trucs, il va y aller, tout ça. Par contre,
moi, je suis quelqu'un qui va papillonner vachement, quoi. Je vais faire un truc, je vais faire un deuxième truc. Ah, si je pense à un truc, je vais ouvrir une parenthèse, je vais raconter une connerie, puis après, je vais faire machin. Et j'ai aucun problème là-dedans, et je me nourris du chaos quand je révisais mes cours à la fac. Quand je révisais mes cours à la fac, j'avais la télé allumée, je mettais de la musique à fond et je révisais mes cours en marchant dans ma chambre. Enfin, c'est des trucs, tu vois. Moi, j'ai toujours été, faut que je fasse plein de trucs en même temps. C'est pour ça que je fais du podcast et 12 minutes. et voilà. Mais tu vois, et il y a des trucs, moi, je l'avais pas compris ça, en fait. Je l'avais pas compris. Je crois il y a 2 ans ou 1 an et demi, au détour d'un truc, je crois juste une tournure de phrase que j'ai sortie et que lui a sorti. Et j'ai fait, ah putain, ok. Je fais, pardon, quoi. Tu vois, et je lui fais, je vais le prendre en compte. Et ça m'arrive encore de changer de sujet. Et je fais, ah, attends, excuse-moi, pardon, on revient sur le sujet. Ouais. Et je mets ça de côté et je te le mettrai. Ou lui, il était toujours en retard aussi, tu vois. Et moi, je leur disais, putain, arrêtez d'arriver en retard, quoi. Ça me fait chier, en fait. Je déteste être en retard, surtout au rendez-vous client et des trucs comme ça. Et pareil, je leur disais, mais ils arrivent toujours en retard. Et je fais, putain, c'est chiant, quoi. Et du coup, moi, ça me stresse, ça me fait chier, tu vois. Et puis, ça crée des tensions. Et je sais plus, je crois qu'un jour, je lui ai dit quelque chose. Je lui ai dit une autre façon de voir pourquoi ça m'emmerdait qu'il était en retard. Il fait, ah, ok, d'accord, mais je comprends mieux alors. Et t'es là, tu fais, ah putain, merde, si j'avais su. Et en fait, faut juste parler. Et si toi, par exemple, ce genre de choses te stresse, il faut que les gens le sachent. Ça veut pas dire qu'ils sont obligés d'accepter complètement, tu vois, nos propres névroses. En fait, on est tous des êtres névrosés. C'est exactement ça. Non, c'est des névroses. En fait, c'est des choses qui nous angoissent, quoi, tu vois. Moi, il y a des trucs qui m'angoissent quand c'est pas mis en page dans des documents. Ça me rend ouf, ouais, mais bon, là, je travaille beaucoup dessus. mais tu vois, et en fait, c'est quand la personne sait ça de toi, et quand toi, tu sais qu'elle le sait aussi, en fait, c'est plus facile parce que tu arrives à désamorcer. Tu acceptes aussi, toi, de pas complètement envahir les autres avec ta névrose, avec tes trucs, et l'autre personne la comprend mieux et peut aussi te dire, attends, stop, tu vois, ou je te comprends, machin. Donc voilà, en fait, tout passe dans la communication. C'est ça mon problème, je crois. C'est un gros problème de communication. J'ai énormément de mal à donner des ordres ou à faire comprendre qu'il y a quelque chose qui m'agace. Parce que j'ai pas envie de créer de tension ou de conflit, surtout avec une personne qui travaille avec toi et que tu vas voir souvent. Et du coup, je me dis, il vaut mieux être névrosé dans mon coin et faire mes trucs solo plutôt que de saouler quelqu'un avec mes histoires. Mais non, parce effectivement, évolue, je peux pas faire toute seule, c'est sûr. Parce qu'on évolue, en fait. Oui, alors, aussi, et après, la deuxième solution, c'est de prendre des prestataires ou de faire des partenariats avec des boîtes. Nous, on est plein de petites boîtes, en fait, et on s'entraide, quoi. On est tous 2, 3, tu vois, 4, certains 7, d'autres 2, tu vois. Donc, ouais, je me plongerai là-dedans un peu plus. Je vais y réfléchir. Mais c'est très intéressant, franchement. Beaucoup aimé le sujet. Merci Cutrus pour cette chronique et pour ce partage. Sachez-le, patriotes, auditeurs et autres, si vous avez envie de continuer cette discussion ou même de partager vos expériences perso avec Cutrus ou avec d'autres du VHS, n'hésitez pas, le Discord est fait pour ça, mais pour ça, il faut être patronaute. Non, le Discord, tout le monde peut y aller. Ouais, mais ils n'ont pas accès à tout. Non, ils n'ont pas accès à un channel, ça va. Un channel, c'est vrai. Mais en tout cas, voilà, allez-y. Le Discord est dispo pour ça, en tout cas. Ou même les réseaux sociaux, mais je pense que par chat, c'est quand même un peu mieux. Est-ce que je me suis posé la question. Si, j'ai une dernière question. Pourquoi pas de levée de fonds finalement? Je sais pas, il y a plusieurs trucs. Il y a un truc un peu de côté artisanat qu'on a, et je pense que c'est un tort aussi. Tu vois. Je pense qu'on devrait s'ouvrir un peu plus. On est en train de le faire en fait. On est en train de s'ouvrir, mais à des petits actionnaires. Deuxièmement, moi j'ai vécu une levée de fonds. J'ai été dans des grands cabinets de machin. J'ai détesté ça. Avec des mecs avec des costumes qui valent plus que ton non-salaire dans des bâtiments et qui te prennent de haut, je supporte pas. Enfin, c'est pas mon truc. Je peux comprendre qu'on puisse le faire. Hein. Et on est dans un domaine, nous, là, l'événementiel et en plus le jeu narratif, le jeu immersif. Alors, si tu trouves des mecs qui font des levées de fonds là-dessus, moi, je veux bien discuter avec eux, mais c'est compliqué. Ok. Mais aucun jugement là-dessus. Non, c'était vraiment une question par curiosité. Est-ce que je fais la pub du Chimérarium, parce que quand même... Ah, mais le site, il est pas à jour en plus. Oh non, c'est vrai. Si, mais bon. Attends, il y a quoi comme info qui n'est pas à jour? Faut aller plutôt sur mon autre Facebook Chimérarium, ou sur le LinkedIn. Ouais.
Bon, n'allez pas forcément sur le website, la meuf qui ne sait plus parler. Allez sur la page du Chimérarium sur Facebook. Ouais. Comment est-ce que je peux présenter ça Est-ce que Bah, on fait, si tu veux, je peux le faire. Ouais, bah oui, maintenant que tu es là. Donc, nous, on écrit des histoires et on les fait jouer. D'accord ? Et après, ça peut prendre plein d'aspects. Ça peut prendre donc les murder parties. C'est un peu notre spécialité, les jeux de rôle grandeur nature. On fait ça pour les particuliers. On en fait des publics pas trop chers tous les mois ou tous les 2 mois où n'importe qui peut s'inscrire. On fait du serious game, du jeu pédagogique à partir d'histoires. C'est-à-dire qu'on a fait tout un jeu sur, par exemple, les nouvelles technologies des intelligences artificielles, autour des intelligences artificielles pour une banque. Et en fait, on a fait un escape game avec des acteurs et des trucs comme ça, enfin un truc assez bien foutu. Et les gens résolvent les énigmes, tout ça. Et à la fin, en fait, on reprend l'actrice qui jouait la professeure spécialisée dans l'intelligence artificielle et elle disait « Ah bah voilà, dans ce jeu, vous avez fait ça. Eh bien, chez cette banque, sachez que ça existe ou machin, quoi. » Donc, ce genre de truc pédagogique. Là, on bosse avec la Croix-Rouge, on fait comédien et il y a un peu de game design pour la communication avec les patients, pour les ambulanciers, les aides-soignants, les trucs comme ça. On fait des jeux de société, on fait des soirées privées pour les anniversaires, on a déjà fait des gros anniversaires. Voilà, on fait un paquet de trucs, quoi. Si vous voulez des trucs un peu innovants avec des histoires et vous amuser, bah, venir nous voir. Allez-y. Et ben merci Queutrus. Je vais juste vous dire que de toute façon toutes les refs qui ont été cités lors des chroniques seront mises en description de cet épisode. Donc voilà, si vous avez besoin d'idées de lecture pour occuper vos soirées ou ne serait-ce que pour ouvrir votre esprit à des idées ou à l'entrepreneuriat en général. Et à la musique brutiste japonaise. Et la musique brutiste. Voilà, je pense que cet épisode est fait pour vous. J'espère qu'il vous aura inspiré. Je vais juste, avant toute chose, parce que bon, quand même, repasser et refaire un tour de table pour vos coups de cœur. Oui. T'as ton coup de cœur ou pas? Queutrus. Oui, j'ai mon coup de cœur. C'est vrai? Ouais. Ok. C'est la série 1899. Attends, pardon. c'est vrai? Non, mais il n'y en a qu'un seul. Ah, d'accord. Et oui, vas-y. Oui, oui. C'est la série 1899 sur Netflix. C'est fait par les mêmes concepteurs et les mêmes scénaristes qui ont fait Dark, qui est une série allemande. Ah oui, que je conseille vivement. Et c'est assez fou. Voilà, ça se passe en 1899. T'es con, quoi. Et ça sur fond de Triangle des Bermudes, c'est très cool. Un truc qui est mortel, c'est qu'on entend plein de nationalités. On entend du français, de l'espagnol, du portugais, du polonais, de l'allemand, de l'anglais. Et voilà. Et c'est assez incroyable. Si vous avez vu Dark, foncez parce que c'est une super série. Et c'est produit d'ailleurs par l'acteur principal. Ah, lequel? Parce que c'est le capitaine. Le capitaine qui en fait joue l'adulte. Putain, mais c'est compliqué dans Dark, j'ai même plus les noms des persos. Mais voilà, le petit garçon voilà, qui devient adulte. Et voilà, c'est le même acteur et c'est aussi le même gars qui produit la série. Mais ok. Eva, je passe. Ouais, alors moi, ne m'en voulez pas, mais mon coup de cœur, c'est un autre podcast. Ouais, c'est très bien. Non, en fait, j'ai pensé quand j'ai reçu mon classement sur Spotify des meilleurs sons, il y avait une partie où c'était les podcasts les plus écoutés de l'année. Et je me suis dit, je vais en parler parce que c'est vraiment un de mes podcasts préférés et c'est aussi une découverte de cette année. C'est un podcast qui s'appelle Année-Lumière. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est vraiment un podcast absolument un must pour tous les fans de cinéma. Dans chaque épisode, en fait, il y a un nouvel. Donc, en fait, il a été créé par un collègue qui s'appelle Thibaut. Et chaque épisode, il invite une nouvelle personne, un nouvel intervenant. Et ils reviennent sur une année du cinéma. Donc, à partir de 1895 jusqu'à 2022, chaque épisode, ça va revenir sur une année du cinéma et sur les grosses sorties de l'année, les thématiques phares de cette année, les pépites. Et ça va aussi vous proposer des recommandations de films qui peuvent être dans le même genre au fur et à mesure de la conversation. Donc, c'est vraiment un échange avec les intervenants sur comment ce film t'a marqué, c'est quoi ton premier souvenir,
Et puis ça va rentrer un peu plus dans le côté un peu historique. Par exemple, le dernier épisode, donc celui qui est sorti là pour décembre 2022, c'est sur l'année 1989, du coup, sur Batman, John Woo et Tsui Hark, Indiana Jones 3 et l'année de Steven Spielberg. Ça c'est le titre ça c'est le titre du podcast. Et en fait, en gros, pour vous détailler, ça revient sur du coup le Batman de Tim Burton. Retour sur la Batmania de 1989. Qu'est-ce que Batman va changer pour le film des super-héros? The Killer et le Syndicat du Crime 3 ou le face-à-face de frères ennemis. John Woo, Tsui Hark et le nouveau cinéma hongkongais. Et Always Indiana Jones et la dernière croisade, donc l'année intime de Steven Spielberg. Voilà. En fait, chaque épisode, c'est vraiment des thèmes sur l'année, cette année du cinéma, en quoi elle a été impactante, qu'est-ce qui a été marquant cette année-là. Et c'est un vrai échange avec des invités qui sont super cool. Et surtout, il y a beaucoup de recommandations de films. Donc, on ressort de chaque épisode avec une petite liste de films à voir pour la soirée, pour le week-end, etc. Donc, c'est vraiment très, très cool. Année-lumière. Célia. Oui, alors moi, mon coup de cœur de ce podcast, c'est le jeu Before Your Eyes. C'est un jeu qui est initialement sorti sur PC en 2021 et qui est dispo sur mobile pour les abonnés Netflix depuis le mois de juillet. Donc moi, j'étais à l'époque passée à côté et j'ai vu que justement, il était là, qu'il était sur le Play Store cette semaine. Donc j'ai pris 2 heures de mon temps et j'y ai joué. Et en fait, j'ai adoré. Donc je vous en parle vraiment très rapidement, mais c'est un jeu à la première personne dans lequel on fait progresser l'histoire en fait en clignant des yeux. Du coup, ça va être très innovant, mais c'est aussi très déstabilisant. Parce qu'en fait, on se rend compte que on a certains réflexes du corps humain dont on n'y prête plutôt attention. Et là, on y pense constamment pendant tout le temps du jeu. Parce que en fait, on cligne tout simplement des yeux pour faire avancer l'histoire. Donc cette histoire, je vous en parle très rapidement aussi. On se retrouve sur un bateau en compagnie d'une sorte de passeur qui est chargé de localiser des âmes et de les aider à passer de l'autre côté. C'est un jeu qui se joue à la première personne, donc en gros, nous, on va replonger dans les souvenirs de notre personnage, on va assister au moment fort de sa vie. Donc en fait, on vit l'aventure, on prend les décisions à travers ses yeux. Donc l'idée aussi avec des clignements d'yeux. Mais ce qui est assez frustrant, c'est qu'en fait, on va avoir certaines scènes, certains passages, on va pas pouvoir les vivre en entier parce qu'on va avoir le réflexe de cligner les yeux. Donc, il y a une séquence qui se passe, et si j'ai le réflexe de cligner des yeux, la séquence se termine et je passe à autre chose. C'est chaud. Donc, du coup, c'est très ultra chaud. Voilà, donc c'est très compliqué parce que parfois, on a vraiment envie de savoir quelles vont être les interactions entre ces personnages, pourquoi ils agissent comme ça, et en fait, on a le réflexe d'eux, et ça passe de l'autre côté, et on peut plus revenir en arrière. Donc, moi, les 2-3 premières fois où ça m'est arrivé, vraiment, c'était très frustrant. Et en fait, j'ai fini par adorer ça parce que j'ai compris le message au fur et à mesure qui passait derrière. Donc, le message général de ce jeu, sans vous spoiler, c'est qu'en gros, une tranche de vie, ça peut s'interrompre et aller aussi rapidement qu'un battement de cils. Et voilà. Oh là c'est beau, là, ça c'est fait réfléchir. beau. C'est tellement vrai. Et vous comprendrez vraiment ça, en fait, avec la fin du jeu qui est très touchante et qui, moi, m'a vraiment marqué. Donc c'est un jeu qui est très rapide, vraiment en 2 heures, mais je vous le conseille, ne serait-ce que pour le gameplay et vraiment où nous emmène l'histoire et le message qui passe derrière. Voilà. Trop bien. Trop bien. Ouais, j'ai envie d'essayer, moi. J'ai le droit de rajouter un coup de cœur aussi. Évidemment. Netflix. Parce que voilà, j'ai beau trash talker Netflix, je passe énormément de temps sur Netflix. The Swimmer, les nageuses. Qu'est-ce que c'est ? C'est un film de 2h15 sur l'histoire de 2 sœurs nageuses, Yusra et Sarah Mardini, qui ont quitté la Syrie au moment des conflits. Et qui ont nagé littéralement en pleine mer grecque pour rejoindre l'Europe et pouvoir changer de vie et parce que ça devenait invivable pour ces jeunes filles-là. Et c'est une histoire condensée. Alors c'est une histoire vraie déjà. C'est une histoire sur l'immigration, sur les problèmes, sur les problèmes sociétaux tout autour de ce topic-là. C'est une histoire dramatique puisque c'est aussi la séparation avec la famille, parce que les 2 sœurs ont réussi à passer, mais les parents et la petite sœur sont restés en Syrie. C'est un petit flashback sur le fait que en Syrie c'est toujours la merde.
c'est beaucoup d'émotions. C'est l'histoire de deux sœurs qui se passionnent pour la natation et qui vont en faire quelque chose et qui vont vivre leurs rêves, ou du moins l'une d'entre elles. Ça parle de Jeux Olympiques aussi. Et c'est très très cool. Si vous avez jamais entendu parler de Yusra et Sarah, c'est une bonne mise en bouche. Et je trouve que c'est bien narré et que les actrices sont toutes les deux assez cool, vraiment très très cool. C'est du coup réalisé par Sally El Hosseini. Je suis désolée, je suis en train d'écorcher. Mais voilà, c'est dispo sur Netflix et je vous le conseille si jamais. J'hésitais à le regarder. Mais du coup, maintenant, je vais regarder. Ouais, moi, franchement, c'était cool. C'est très, très cool. Dans tous les cas, tout ça, ce sera mis en description aussi de cet épisode pour vous donner de quoi lire, de quoi regarder et de quoi vous inspirer pendant ce break de fin d'année, puisque c'est le dernier épisode qui marque la fin de 2022, le début et l'approche imminente des fêtes de Noël. Eh ben, joyeux Noël, du coup. Joyeuses fêtes. Joyeux Noël, joyeuses fêtes, bien évidemment. Inclusif. C'est vrai. Je vais un auteur. C'est vrai. Joyeuses fêtes. C'est la relou. Non, mais il faut. C'est vrai. Juste un petit récap des chroniques de cet épisode. Donc Eva nous a parlé de Et à la fin il meurt, la sale vérité sur les contes de fées par Lou Luby. Célia nous a parlé de Brooklyn Nine-Nine réalisé par Dan Gour et Michael Schroer. Bouh. Cutrus qui nous a parlé du coup de entrepreneuriat et du chimérarium et de d'un morceau de vie finalement. Merci encore à toute l'équipe pour vos superbes chroniques. Toutes les infos seront en description de cet épisode. Je vais juste faire un petit rappel à nos auditeurs pour cette fin d'année. Le Contrecast fait partie du VHS, association qui se finance via un Patreon dont on vous filera le lien en description si jamais vous voulez nous soutenir pour ces fêtes de fin d'année, nous montrer que vous êtes toujours là, que vous nous écoutez toujours. Allô. Ça fera un chouette cadeau d'anniversaire, cadeau de Noël pour nous tous. Et bien évidemment, même si vous n'êtes pas de patronaute, et ça c'est un peu, il faut le dire. Non, mais c'est bien quand même. C'est bien quand même. Ouais. Parce que vous nous écoutez quand même, et ça c'est cool, parce que vous pouvez toujours nous noter à hauteur de 30 € par mois. Non, 5 étoiles. De 5 étoiles. Et voilà, et malgré tout, même si on s'adresse beaucoup aux patronautes, moi j'ai envie de aussi remercier les auditeurs et les auditrices secrets qu'on ne connaîtra jamais, mais qui font monter nos chiffres. Merci à tous pour cette année 2022. Pour nous suivre encore et encore à travers les épisodes, pour voir notre famille s'agrandir, changer, voir de nouvelles voix s'ajouter à la table. Je vais juste, avant de clôturer, faire un petit tour des réseaux sociaux de chacun et de chacune. Célia, où est-ce qu'on te retrouve ? On peut me retrouver sur Instagram et Twitter sous le pseudo Selbeb. Moi, du coup, sur Twitter, sous le pseudo exav_t, ou alors sur Instagram avec silly_turtle. Cutrus. Et moi, Cutrus. Et des fois, Cutrus avec un point. Cutrus partout, voilà. Cutrus partout. Chut. Le dites pas, mais il n'y avait plus de place sur la carte SD, alors je finis juste en vous disant abonnez-vous au Contrecast sur Spotify, Apple Podcast ou Podcast Addict, peu importe. Et puis on se revoit en 2024. Bonne fête à tous. Fin de transmission.